Mbote batata bamama balandi ya RTVS 1 bana ya Congo Démocratique na bitini nyonso bemba kama benke Rolandi la beto beno simbati beto bemba kama awa na kilumbu ya bubu yeyu na Université Catholique ekele mosi ya banzonkanda ya bambuta meba kama awa na ntoto ya Congo Démocratique wapi na kilumbu ya bubu yeyu Université Populaire Mediata antoto ya Université Catholique na ngudi ya Diambu wapi Mbuta Adolphe Muzitu mwana ntoto ya Congo Démocratique diata dikulu awa mpeni kepesa mabanza na yendi tuka yani bandila kampe na ngudi ya Diambu ya kilumbu ya bubu yenke tuba mingi penza responsabilité politique des universitaires dans la construction d'un état de droit yazo la monisa ti ki monisa to ki simbisa ya ngolo ya bana ya ntoto ya Congo Démocratique ba yake na kulongoka na mo metala mingi penza Congo Démocratique isam na yokele bilumbu zolo ye imezibuka kantina kilumbu yontete okevanda Mbuta Adolphe Musutu kebaka ndinga mpe oketata na kilumbu ya mbasi sam na Mbuta nkaka ya ntoto ya Congo Démocratique isam na yobeno simbati bilumbu yango yoke bilumbu zole ya réflexion tope ya kubanza kitwa dimo metala aluya lumpe ya politique ya Congo Démocratique mutunu belekelo kumona na manima na munu bana ya kelasi mefuluka ba union ya bitini nyonso ya balongisi tukana nkotolo tina ntuka na ya wapi boke kuwa mabanza ya Adolphe Musutu pe konto mutu ke pesa mabanza na ndi tope bake yuvusa bamvutu na bau samuti mutu na nyonso tope Mbuta Adolphe Musutu yani pesa bamvutu na mutindu ya Mbote batata bamama mutindu musabisaka beno na nkotolo tipe tumba kama au na Université Populaire na kibubu ya limete beno landa beto kintwa di nyonso munbeba kama musive beto kele ina na bampangi nyonso ketubaka bandinga ya ntoto ya Congo Démocratique wapi Francine Ngalula kevanda vana samna ndinga ya Chuluba Alain Shukuru samna ndinga ya Swahili mpe Nancy Milambo Manda kebaka dia kama banza samuna ndinga ya Alingala na tamu ya imebokila mosi na beto Alain Shukuru kepusana samna pangi na beto mpenza na ndinga ya Swahili sana watazamaji wapenzi wa kutufuata ujambo katika familia zenu. Tukana hapa katika University ya Kikatoliki kuitwa Université Catholique du Congo. Kabisa wanafunzi kupitia waongozi wao walitisha wale ambao wamekuwa Université Populaire ya Adolphe Muzitu ambao taonesha namna gani university inaweza kujitia na kuweza kujua siasa ili ya kuleta maendeleo pa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hayo ndio walitisha kabisa Adolphe Muzitu ili aikuwe akafasiria mambo mengi sana kuhusika na uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani wanafunzi wa chuo kikuu wanaweza kujua siasa, pia namna gani mambo kabisa yanaendelea kusogea mbele na wanafunzi waweze kujua siasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama umekuwa kitazama nyuma yangu, na namna gani wanafunzi wamekuwa kukuja na kuingia kwa umati kwa ajili ya kuja kufuata mafasirio kamili ya Adolphe Muzitu ambaye amekuja kwa ajili ya kuonyesha kabisa mambo mengi sana kusika tu na Université Populaire, kusika tu namna gani wakahaji wanafunzi wanaweza jua siasa, wanaweza jua uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hapo ndipo naweza kaleta maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hayo kabisa ndio na kwa kuitisha Mungu wengi kabisa hapo Kisangani vile vile katika majimbo kadhalika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao kabisa ni wakati kabisa mwafaka ambao mnataka kufungua akili kama atakaye na biki mweza mkaandika mambo muhimu mwafaka kwa ajili tu mjue siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Namna gani mnaweza mkafanya uko mwanafunzi ukiwa mkaaji hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uweze kujua siasa yetu, uweze kujua uchumi yetu, namna gani imekuwa ikasogea, imekuwa kileta maendeleo, namna gani mchango wako ni nini. Yani hayo yote ndio Adolphe Muzitu ambaye alikuwa waziri wa kwanza zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia waziri wa kwanza mwenye kusika na budget, ataweza kayaonyesha na kuyafasiria wanafunzi ambao wako wengi hapa, pia vile vile waongozi kadhalika ambao mmekuwa kufuata kwenye TV, muweze mkajua siasa Jamhuri, muweze mkajua mchango wako ni nini kwa ajili ya maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi mjone kwamba masuala ya wanafunzi na kwa wengi hapa ili mambo yaende kapitikana mbele. Mjue basi ya kwamba na ni hapo kabisa ndipo naweza nikatolea sa Francine Ngalula mabari kwa hivyo aweze kafasiria kwa lugha ya Chiluba. Mjue basi kwamba mambo kabisa yanaendelea mengi na itakuwa vizuri ili mambo iweze kasogea ili Jamhuri iendelee mbele.
toi ce que je la balonji bakolo balonji e ba kunanga tulumanisha boasika no batamba kusanga jibwa kuno kuluseka la université catholique du Congo mon commune wali mete moni wabu Adolphe Muzitu bano mushundu wa kuleja manyenda myanda kabu ya bijiji na fekata mushundu kabu mufunda myanda ya tribune yenda yonsu muntu ya Kongo mungalata kiwaluka ye mukumona mayele makajika le mwana mutu ya Kongo mungalata wa université catholique wa kubikijisha chinsanga pa na université populaire ba yikusangana pa mwa bokumona mushundu wa kuleja jimanya jabu myanda ya chijimu mutu ya Kongo mungalata tulimani shiba sechene balu chalelo ino kweu chichikala juju bweja ja tulasa bifulu bya mabwe mu myanda ya bijiji bwa kulonlola malaba mujala mawa balongo mushundu wa kuibaka jitunga dijala mu myanda ya buluti mutu ya Kongo mungalata tulimani shiba se mwana Adolphe Muzitu kujuku bokumanisha balongo byonso myanda ya chijiji nanga kumeneka biju pa tribune de bifunda mwana mulitunga ya Kongo wa amungalata kiba chikala basanga jiba no kunukuseka la université kote kujuka bali kuloku bantu kabukabu mbombo ni misumba balongi batato bamamu bonso balo bakuji moyene mesa bidi mushundu kai ujumoni mwabu Adolphe Muzitu fumuti ubona kumanyisha bantu mu myanda yose kabitu ya Kongo wa amungalata ne bikano kubi mutona chibasamanya ni akojima cha kwanza kabula bwa amatuku abijira idilo ja kumpala bangishi mwana mwabu Adolphe Muzitu kayena basana mushundu wa kumanyisha bantu kabukabu mu myanda ya chijiji kiba chini shipinje mu byanza bya inabanza Nancy Milambu ntamu mushundu wa kunumanisha mu myanda chijiji gutwanisha losako bakulaka baimboka bo boyebi mikolo mieto ozali kosala inso mpona kokoma bisika na bisika mpona koyeba kotalisa baimboka mingi mpenza mambi matali wana politike ya ekolo po ete moto nyonso ayeba kozwa mayele na koyeba lolenge kani politike ekoki kotambola bongo ya mbala ezali université catholique esili wana kobongisa mikolo mibale ya bokaboli mayele mingi mpenza na mambi matali politiki na ntina wana nde basili kobengisa mpona mokolo mwa lelo ya bofongoli mwana mboka Adolphe Muzitu pai wapi akoya kotia mesa makanisi maye tina nini asilaki kokotisa kelasi ya université populaire pe makomi maye monso tobengi ba tribune boyeba te na sima wana mboka Adolphe Muzitu akoyeba wana kolobela mingi penza na mambi matali responsabilité ya mambi ma politiki mingi penza na kati na bana kelasi ya bakolo na koyeba kotonga ekolo oyo ezali evandisami likolo ya mibeko to pe na lopoto la responsabilité politique des universitaires dans la construction d'un état de droit. Abuti wana koyoka te ekozala wana mambima e makolobela mwa mboka Adolphe Muzitu oboso ya bana kelasi ya université catholique bongo bango na sima bakoyeba na mbala wana kotuna ye mituna po ete ayeba kolela bango lisusu mambima e bango bakoyoka malamu te na tiki bino wana oyo mboka etandaka te mesa po ete boyeba kokoba na koyoka nini ekosalema mpe lolenge nkani mambi yango bakosalema lelo mpe na lito ya koyoka mpona koyeba mpe koyekola tina ete boyeba mambima politike etambolaka lolenge kani pamba te politike ebongaka moto nyonso ayeba yango po ayeba mpe lolenge kani kosalela yango po ete ekolo etongama mpe ekende nayebi nomo Pour le moment, veuillons nous lever pour accueillir les conférenciers et les autorités académiques de l'UCC. Rapidement, le programme de la journée se présente de la manière suivante. Il s'articule en trois parties. D'abord, la prière, l'hymne national, la présentation du conférencier, les mots de bienvenue et la conférence proprement dite. Pour le moment, nous invitons
Monsieur l'abbé académique, à dire la prière d'ouverture de la cérémonie d'aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, nous t'offrons ce temps de travail, de recherche et de réflexion pour le bien-être de notre population, de notre peuple, pour que chacun d'entre nous travaille à l'avènement de ton royaume sur terre, dans notre pays. Aide-nous, montre-nous le chemin et ouvre notre intelligence pour que nous puissions voir ta volonté dans les situations concrètes de notre vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Debout, Congolais. Veuillons nous asseoir. À présent, nous donnons la parole au modérateur, le professeur Okana, professeur ordinaire à la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo. Professeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Pour commencer, nous allons d'abord passer la parole à l'abbé Libambo, secrétaire général académique de l'Université catholique du Congo, pour son mot de bienvenue. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Honorable professeur, chers étudiants, chères étudiantes, distingués invités à vos titres et qualités, au nom de l'abbé recteur de l'Université catholique du Congo, le professeur Jean Bosco Matande, empêché, j'ai le privilège de prendre la parole en ce moment pour vous souhaiter tous la bienvenue à la conférence qu'organise l'Université catholique du Congo en ce jour sur le thème
la responsabilité politique des universitaires dans la construction d'un État de droit. Je remercie l'honorable Adolphe Muzitu pour avoir accepté notre invitation à animer cette conférence. Il y a là une façon de réaliser notre visée pédagogique. Dans le cadre du système LMD, les étudiants doivent suivre des cours magistraux, mais ils doivent aussi apprendre à échanger, à étudier autrement. À la différence avec l'Institut supérieur, l'université travaille sur la lecture des situations, la recherche des questions et la discussion, la disputatio. C'est la grande tradition que nous avons depuis le XIIIe siècle. Aujourd'hui encore, nos étudiants travailleront autrement en suivant cette conférence qui montre les perspectives de la responsabilité des jeunes dans la construction de l'avenir de notre pays. En prenant cette initiative, l'Université catholique du Congo veut forger en ses étudiants un comportement politique responsable. Voilà pourquoi, dans les 6 cadres du système LMD, l'UCC s'efforce à inviter non seulement les théoriciens, mais surtout les praticiens des questions politiques, des questions brûlantes de notre société. Tout cela, c'est dans le but de marier, de mettre ensemble la théorie et la pratique. C'est ce qui justifie la présence de l'honorable Muzitu ici à l'Université catholique. Lui qu'on ne sait plus présenter. Il est désormais chez nous, il réfléchit avec nous, vient écouter aussi les réflexions des futurs cadres de notre pays. Au nom du recteur, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence et une fructueuse participation. Au nom du recteur, je vous dis merci d'avance pour ce que vous aurez fait et vous avez fait pour l'organisation de cette matinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, secrétaire général académique de l'UCC. Avant de passer la parole à l'orateur du jour, je vais brièvement le présenter. Adolphe Muzitu Fumuchi, appelé Fumumpa, il est né à Gungu en 1957 dans la province de Bandundu. Il est licencié en sciences économiques de l'université de Kinshasa, UNIKIN. Il est inspecteur de finances depuis 1988, militant et cadre du PALO depuis 1990, conseiller fiscal à la ville-province de Kinshasa en 1993, coordonnateur de la cellule chargée des réformes fiscales du ministère des Finances et Budget en 1998, négociateur à San City, en Afrique du Sud, dans la délégation du PALO conduite par le patriarche Antoine Gizenga. Il a été député de la transition avant d'intégrer le gouvernement de la République démocratique du Congo comme ministre du budget dans l'équipe d'Antoine Gizenga du 6 février 2007 au 10 octobre 2008. Puis comme Premier ministre du 10 octobre 2008
au 6 mars 2012. Il est actuellement député national, élu de Kikwit depuis 2012. Il a procédé à quelques publications, notamment les années des nationalistes au pouvoir en République démocratique du Congo, l'installation de nouvelles provinces, défis et contraintes. Et pour ceux qui suivent l'actualité, il organise régulièrement des tribunes, notamment RDC, un État sans province, la deuxième tribune RDC, un État sans budget, troisième tribune, nouvelle province et élections locales, la faillite de l'État, la vérité en chiffres. Quatrièmement, la RDC, État sous-endetté, esprit de pauvreté ou d'émergence. Cinquièmement, le chômage en RDC, hier, aujourd'hui et demain. La sixième tribune, Kinshasa, l'enfer ou paradis. Septièmement, des morts nés. Et enfin, RDC, installation de nouvelles provinces des morts-nés, 7e tribune, et la 8e, RDC, un royaume des aveugles, conduit par les borgnes. Après cette brève présentation, je vais passer la parole à l'honorable Mozito. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le modérateur, Mesdames, Messieurs les profs d'université, les chefs des travaux et assistants, distingués invités, honorables députés, camarades étudiants, je voudrais de prime abord remercier les autorités académiques de votre université de m'avoir invité à animer cette conférence de débat dont les thèmes la responsabilité politique des universitaires dans la construction d'un état de droit. Ce sujet est d'un intérêt capital parce qu'il nous interpelle tous, toutes les catégories d'universitaires, toutes les spécialités, mais aussi toutes les générations. Notre génération à nous, nous qui sommes sur le terrain, dans l'action, et votre génération à vous, celle qui se prépare, que nous préparons à prendre la relève. Cette communion, cet échange d'informations, d'expériences est importante pour une société. Moi, je milite dans un parti où il y a communion entre les générations. Ça commence aux vieux jusqu'aux plus jeunes, jusqu'aux enfants et je dirais même jusqu'aux bébés. Dans nos cellules, quand nous nous réunissons, vous avez des vieillards de 100 ans, de 90 ans, c'est le cas du patriarche Antoine Gizenga. Vous avez aussi les enfants qui viennent avec leurs parents, qui déjà dès le bas âge entendent les sons, les cantiques, les luttes contre l'oppression. C'est ainsi d'ailleurs, je vois dans la salle l'honorable Mouyaya, son fils déjà, il a aujourd'hui je crois 4 ans, déjà à 6 ans il savait lancer les slogans du parti. Pouvoir au peuple. Un petit garçon, il va grandir avec ça. Je voudrais remercier les autorités académiques, mais surtout les féliciter pour cette formule qu'ils ont initiée, qui consiste à mettre en communion ceux qui ont l'expérience et ceux qui apprennent à acquérir cette expérience pour prendre la relève. Distingués invités, je voudrais articuler mon propos en 3 ou 4 parties. La responsabilité politique des universitaires
dans la construction d'un État de droit. Les trois parties sont les suivantes. Dans la première, nous allons examiner les concepts. Un État, c'est quoi? Les droits, c'est quoi? Mais surtout, un État de droit, c'est quoi? Je ne vais pas vous fatiguer avec les définitions, je ne suis pas venu ici principalement pour ça. Je viens pour communiquer avec vous l'expérience, la nôtre. La doctrine, les définitions, c'est votre spécialité. J'aurais aimé même que l'un de vôtres vienne me remplacer pour exposer là-dessus. Donc je ne me risquerai pas d'y aller en profondeur. Mais aussi, dans cette partie des définitions, nous allons essayer d'examiner les contextes d'ensemble, les acteurs qui concourent à l'édification d'un État de droit. Ici, il s'agit de la société civile composée, entre autres, des syndicats, et qu'il s'agit des syndicats patrimoniaux ou des syndicats d'ouvriers, la presse, les communautés, la société savante, etc., ainsi que les acteurs institutionnels qui concourent à l'édification d'un État de droit. La deuxième partie, elle, nous la consacrons à l'examen de notre pays par rapport à toutes ces définitions que nous aurons vues, à savoir l'État congolais est-il un État de droit à la lumière de toutes ces normes qu'on aura fixées dans la première partie. Et quel est le contexte propre de la RDC dans son effort d'édification d'un État de droit? Quelles sont les faiblesses? Est-ce que l'État congolais est un État de droit? Si oui, comment? Sinon, quelles sont les faiblesses? Donc c'est la deuxième partie. La troisième, nous allons la consacrer à la responsabilité des universitaires, jeunes comme vieux, surtout ceux qui doivent prendre la relève. Qu'est-ce que de notre point de vue, nous entendons dans cette responsabilité-là? Enfin, la quatrième partie sera consacrée à la discussion et aux échanges. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, c'est quoi un État de droit? Avant de développer ce sujet, il s'agit de définir les concepts de l'État, celui du droit, puisque c'est la contraction de deux qui donne un État de droit. Un État, nous n'allons pas nous attarder sur les concepts et rentrer dans une guerre de définition. Disons qu'un État se définit d'abord par rapport à ses éléments constitutifs. Un État émerge quand il y a d'une part la population, la terre et la puissance publique. Et de ce point de vue-là, la RDC est un État. C'est-à-dire que nous avons un territoire de 2 345 000 km². Nous avons une population, 80 millions d'habitants en moyenne, environ, et nous avons le pouvoir public. Mais les doctrinaires, les juristes, les politologues, ils estiment que ces éléments constitutifs à eux seuls ne suffisent pas. Il faut un autre élément, un élément décisif, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire être reconnu internationalement par les autres puissances et de ce fait faire partie des concerts des États et donc jouir de sa souveraineté comme personne de droit public international. Mais ce n'est pas assez toujours pour les doctrinaires. Il ne suffit pas d'avoir les trois éléments constitutifs, mais aussi un élément décisif qui est la souveraineté, c'est-à-dire être reconnu internationalement. Mais encore faut-il que vous ayez l'exercice effectif de ces éléments constitutifs, c'est-à-dire être capable de maîtriser l'ensemble de son territoire, parce que nous avons dit que l'État, c'est le territoire, mais avoir les contrôles à l'intérieur de ces frontières de la population, connaître les effectifs de votre population. Ça montre là qu'il y a effectivité
de l'exercice du prérogatif des souverainetés de l'État. Être capable de défendre son pays dans les concerts des nations, c'est un peu la diplomatie, mais aussi être en mesure de défendre les frontières par rapport aux États voisins. Alors, de ce point de vue-là, donc, si vous remplissez ces conditions, c'est-à-dire les trois éléments constitutifs, l'élément de décision, et puis l'effectif de la souveraineté, évidemment, les économistes ajoutent la monnaie comme élément, comme attribut des souverainetés. Si vous n'avez pas une monnaie stable, mais surtout convertible, la convertibilité renvoie à la notion du caractère international de la monnaie. À ce moment-là, vous pouvez prétendre être souverain. Quand vous avez une monnaie qui circule parallèlement avec plusieurs autres monnaies étrangères, il se pose un problème de souveraineté. Pourquoi? Parce que les monnaies des pays étrangers, les autorités émettrices de ces monnaies, dans ce pays-là, peuvent émettre de la monnaie chez vous et troubler votre économie, créer même une inflation. C'est le cas avec les dollars. Le fait que notre monnaie est essentiellement dollarisée, disons en passant que nos dépôts en banque représentent 90% des dollars. C'est la différence seulement qui est en monnaie nationale. Ça signifie qu'il est possible, puisque les épargnants déposent en dollars, qu'une banque soit en déficit des dollars à donner à son client et qu'elle soit obligée de rentrer auprès de la Banque centrale pour être refinancée. La Banque centrale ne sera pas en mesure de combler les vides parce qu'elle n'émet pas. Elle ne peut pas être une source de refinancement parce qu'elle n'a pas assez de devises, la partie disponible étant destinée plutôt à la protection des stocks exotiques. Donc à ce moment-là, on sera au bord d'un crash. Donc l'élément monnaie, convertibilité de cette monnaie, c'est aussi un élément constitutif qui garantit l'effectivité de la souveraineté d'un État. Alors les droits maintenant. Les droits peuvent aussi être définis de plusieurs manières, essentiellement dans deux sens. Sens objectif, mais aussi sens subjectif. Le sens objectif du droit, c'est en fait une prérogative, c'est une règle, vous voulez, un ensemble de règles à caractère général, contraignant, et qui régit une société. Ça, c'est le sens objectif. Ça signifie qu'en réalité, c'est comme on dit, la Constitution, la loi sur la décentralisation, ce sont des règles qui régissent notre société. C'est donc la définition objective. Mais la définition subjective, c'est celle qui rapporte les droits, si vous voulez, à une prérogative qui reconnaît la loi à une personne. Par exemple, les droits d'élire, les droits d'avoir, si vous voulez, les droits d'avoir les bénéfices de la sécurité sociale de la part de l'État. Mais alors, après avoir défini ces deux concepts, l'État et les droits, qu'est-ce qu'un État des droits? Le concept d'État des droits a été défini de plusieurs manières. Le professeur Niemba Souga Joseph le définit comme étant un État des droits, c'est un État qui limite les pouvoirs de la loi et impose un respect impératif à cette limitation. Donc, un État des droits est un État qui limite les pouvoirs par la loi. Le pouvoir est limité, les autorités ont des pouvoirs, mais elles sont limitées. Plutôt, ils sont limités, ces pouvoirs. Et on impose aussi le respect impératif à cette limitation. Léon Kengoa Dondol, actuel président du Sénat, a défini l'État de droit comme étant un État dans lequel tous les citoyens jouissent réellement et pleinement de leurs droits, non comme un don ou une faveur, mais un droit exigible parce qu'ils sont des hommes et des femmes par leur nature. Il y a d'autres auteurs qui définissent l'état des droits. Et ils disent un état des droits, c'est un état où tous les sujets des droits
sont soumis à la loi, y compris l'État lui-même et ses dirigeants, parce que l'État est aussi un sujet des droits. Alors, de l'analyse de toutes ces différentes conceptions de l'État des droits, conception allemande, comme conception française, anglaise, etc., nous pouvons retenir que les critères ci-après sont les éléments qui permettent de déterminer un état de droit. C'est d'abord l'existence d'une hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire qu'un état de droit, c'est un état où, par exemple, le ministre qui prend les décrets, il crée le droit, plutôt le premier ministre qui prend les décrets, ou le ministre qui prend un arrêté, il crée les droits. Mais ce droit doit rester dans la hiérarchie des autres textes de la République, notamment. Le décret doit respecter la loi et la loi doit respecter la Constitution, qui est le texte suprême. Ensuite, l'autre critère, c'est la séparation de pouvoir et son corollaire. La séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, en ce que les deux premiers respectent l'indépendance du dernier, d'où l'indépendance de la justice. C'est un critère pour un État de droit. L'égalité de tous devant la loi. Président de la République, Premier ministre, député, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Déjà, les juridictions d'exception, c'est une, d'après la conception allemande, c'est une violation d'un des principes de l'égalité, notamment le principe de l'égalité de tous devant la loi. Le respect des droits fondamentaux, c'est l'un des critères pour parler d'un état de droit, les droits fondamentaux. Les doctrinaires attirent notre attention sur la différence entre état de droit et état de police. Pour toujours, le professeur Niemba Souga Jacob, l'état de police ou l'état d'exception, plutôt l'état policier, se distingue de l'état de droit par le fait que les autorités publiques dans l'état policier ont des pouvoirs illimités qui ne sont soumis à aucun contrôle juridictionnel et la population est soumise impérativement à ces autorités. Voilà ce que c'est qu'un État policier qui est différent d'un État de droit. Les doctrinaires aussi, politologues, juristes, nous donnent aussi une autre considération, celle d'un État de droit dans la démocratie ou l'État des droits et la démocratie. Ils disent que l'État des droits implique que la liberté de décision des organes de l'État soit à tous les niveaux, encadrée par l'existence des normes juridiques dont le respect est garanti par l'intervention d'un juge. Nous avons des députés dans la salle, ils savent, comme élus, que leur pouvoir est aussi limité. Il ne suffit pas de prendre une loi, de la proposer au président de la République pour que cette loi devienne opposable dans une démocratie. Encore faut-il que si les conditions, les dispositions constitutionnelles l'indiquent, qu'elles soient soumises au contrôle juridictionnel, c'est-à-dire des autorités de la Cour suprême ou de la Cour, comment on appelle ça, la Cour constitutionnelle. Distingués invités, en d'autres termes, un État, c'est les droits. Moi, je dirais, un État, c'est les droits, mais aussi la culture, la coutume, la philosophie, les valeurs. Donc, un État, c'est le droit, et les institutions politiques chargées de produire, d'appliquer et de faire respecter ces droits. Donc, l'État, c'est le droit, ainsi que les institutions politiques chargées de le produire, de l'appliquer et de le faire respecter. Un État de droit est un État où règne la primauté de la règle de droit, où tout le monde est soumis à la loi, sans exception. Bref, l'État, c'est le droit. Il n'existe donc pas d'État sans droit. Si tout État est droit, mais tout État n'est pas cependant
un état de droit. Dans la première partie, nous terminons par identifier les acteurs institutionnels et sociaux qui concourent à l'émergence d'un état de droit, à l'édiction de lois et à l'édification d'un état de droit. Et ceci parce que, chers conférenciers, un état ne se décrète pas. Il est un fruit d'un processus historique. Il est le fruit d'un rapport de force, quelquefois des querelles et des conflits fondateurs. Il est le fruit des visions des partis politiques et diverses autres associations, dont les syndicats, les sociétés savantes dont les vôtres, la presse, etc. Distingués conférenciers, ceci dit, qu'en est-il alors de notre pays, la RDC? La RDC est-elle un état de droit? À la lumière de tout ce qu'on vient de voir. Comment pouvons-nous définir notre état, l'état congolais? Notre opinion est que la RDC est un état en construction ou en transition vers un état de droit. D'ailleurs, la formulation de la thématique nous oriente. L'université a bien dit les choses, à savoir la responsabilité des universitaires, responsabilité politique, mais aussi citoyenne, pourquoi pas, dans la construction d'un état de droit. Donc il pose les postulats implicites selon lesquels nous sommes un état en construction. Alors quel est le rôle des uns et des autres pour construire dans ces processus historiques de construction de l'État? Alors, si nous sommes d'accord que la RDC est un État en transition, un État en construction vers un État de droit, quelles alors sont les faiblesses qui entourent les processus de son émergence vers un État de droit? En substance, en réponse aussi à cette question, nous disons que les faiblesses qui entourent le processus d'édification de la nation, c'est d'abord le non-respect de la Constitution. Nous allons y revenir avec des cas d'illustration. Ce sont les violations des droits fondamentaux relatives aux réformes. Ce sont aussi les violations de la Constitution dans les processus de mise en place. Non, plutôt c'est la violation des droits fondamentaux, ensuite la violation de la Constitution dans les processus de mise en place des réformes. Nous reviendrons sur la manière dont, dans la construction de la nation, mise en place des entités décentralisées, l'application du juridisme, plutôt du journalisme constitutionnel, comment nous violons en permanence la Constitution. Les dispositions, la violation des dispositions relatives aux finances publiques, etc. Alors, quelles sont les situations de violation de la Constitution par le non-respect des droits fondamentaux? Il y a d'abord les droits à la liberté des manifestations. C'est stipulé par l'article 26 de la Constitution. Les droits à l'éducation scolaire du niveau de l'enseignement primaire qui doit être obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Et ici, je voudrais attirer votre attention, camarades étudiants. Je ne suis pas en train de faire un jugement des valeurs en relevant tout ceci. Je ne suis pas en train d'accuser, parce que comme je le dirai plus loin, la violation de la Constitution, des dispositions légales, elle est permanente, c'est vrai. Mais il n'y a pas que les autorités qui violent. Peut-être qu'on reviendra abondamment dans le débat. Ce n'est pas toujours l'absence de volonté politique quand on viole. Ça peut être des contraintes. Ça peut être l'ignorance.
Les contraintes, par exemple, l'arbitrage budgétaire peut faire qu'on ne remette pas à telle catégorie de personnes ce qui leur revient. Mais c'est aussi une question de rapport de force. Dans la société occidentale, les acquis sociaux sont le produit des rapports de force entre les syndicats, les patronats, mais aussi pour la fonction publique, entre les personnels de la fonction publique et l'État. Historiquement, comme on l'a dit, les droits, c'est les rapports de force. Donc, je ne fais pas un procès à un gouvernement, je ne fais pas un procès à un régime, j'assume en tant qu'élite de ce pays, avec vous, et parce que vous, les jeunes, vous devez le savoir, vous devez être édifiés sur les faiblesses de notre État, puisque les postulats de départ, c'est que nous sommes un État en construction, et il est normal que dans les processus de construction, nous ayons des faiblesses. Il faut prendre ça assez positivement de manière responsable, parce qu'en fait, c'est vous qui êtes en train de vous préparer pour prendre la relève. Il vaut mieux que vous le sachiez. Nous, au parti, nous avons un ancien, M. Chantal Gizenga, je vais faire l'anecdote, si vous le permettez. Il nous dit, quand nous lui reprochons d'avoir précipité l'indépendance, et pourquoi vous êtes allé trop vite, vous n'étiez pas préparés, nous n'étions pas en tant que peuple préparés. Il dit, première chose, nous voulions l'indépendance fondamentalement pour la liberté. La liberté n'est pas négociable. Nous étions bien avec les Belges, dans certains, d'ailleurs en termes de colonies, nous étions la colonie par rapport à l'Afrique et à l'Afrique centrale en particulier, la colonie la mieux nantie, la mieux lotie. Mais nous avions besoin de liberté, parce que la liberté relève d'un instinct animal. Vous prenez un pigeon ou n'importe quel animal, vous le mettez dans une cage, vous lui donnez tout ce qu'il aime manger. Eh bien, quand vous allez ouvrir, vous serez surpris de constater qu'il va s'enfuir et s'en aller. Quitte à revenir manger, parce que la liberté, c'est un bien fondamental qui n'a rien à voir avec la raison, avec la rationalité. Il nous dit, vous les jeunes, vous avez la chance, d'où la problématique des rapports de force. Vous les jeunes, vous avez la chance d'arriver au pouvoir après avoir eu des cousins, des oncles, des parents professeurs, des parents ministres, etc. Vous avez eu à discuter avec eux. Et quand on est arrivé au pouvoir, nous avions toutes les raisons de nous tromper, même si la revendication de la liberté était légitime et que ça ne pouvait pas se négocier au motif que nous n'aurions pas été capables de gérer l'État. Mais vous, au moins, vous êtes dans d'autres conditions, parce que nous, on n'avait jamais eu de grands frères ministres. Donc le ministre, on n'avait jamais vu un arrêté. Où est-ce qu'on devait avoir ça? Parce que ce n'était pas accessible, il y avait un clivage entre les nationaux, les indigènes, et les blancs qui, eux seuls, avaient la direction politique de l'État, encore que cette direction politique. C'est pour dire encore une fois que notre responsabilité en tant que jeunesse, en tant qu'aînés, c'est de partager avec les jeunes cette expérience en vous disant la vérité, non pas pour nous culpabiliser, non pas pour accuser, mais pour que la vérité soit dite à vous, de manière à ce que, dans les processus d'émancipation de notre État, que vous soyez outillés pour prendre la relève. Donc je voudrais bien insister là-dessus quand je relève les faiblesses de notre État dans son processus de construction. Les droits d'être alphabétisé, c'est un droit fondamental. Article 44. Les droits à la santé publique et à la sécurité alimentaire, c'est violé tous les jours par nous. Les droits à un logement décent, c'est un droit fondamental. Les droits à l'eau potable, à l'émergent, plutôt à l'énergie électrique, les droits à la paix et à la sécurité. Les droits de jouir des richesses nationales, c'est l'article 58. Les droits de jouir du patrimoine commun de l'humanité, c'est l'article 59. Les droits au travail et à la protection contre le chômage, c'est l'article 36. Évidemment, on peut dire que même les sociétés civilisées d'aujourd'hui, les États civilisés, n'arrivent pas toujours à rencontrer ces droits. Un peu pour dire qu'il n'y a pas que les problèmes de volonté politique, il peut s'avérer, se manifester d'autres contraintes.
les droits à une rémunération équitable et satisfaisante. C'est l'article 36. Les droits à la protection sociale, notamment la pension des retraites, la rente viagère, etc. Nous reviendrons sur ces sujets quand nous examinerons les situations qui sont que vous avez dans notre administration des personnels qui travaillent depuis de nombreuses années qui ne sont pas payés. Vous avez dans des entreprises en faillite, en liquidation, c'est le cas aujourd'hui des LAC. La société est en liquidation, mais les autorités n'ont pas pris la précaution d'obtenir que les acquéreurs, dont l'État lui-même, inscrivent les problèmes ou des ressources pour financer le passif social, c'est-à-dire les arriérés des salaires, les indemnités de sortie pour ces personnels. D'ailleurs, de même avec l'ONATRA, qui est une entreprise de droit privé, mais enfin une société commerciale, des droits privés, même si l'État est l'actionnaire principal ou unique, mais c'est une société qui a des statuts et donc qui n'est pas l'effet du prince en transformation, mais elle est en perspective de mise en concession au profit d'un concessionnaire. Et il se trouve que le personnel est en train de bloquer la machine. Et parce que, dans la négociation, il semble qu'on n'a pas prévu le financement du passif social, les arriérés, la mise en retraite, parce que c'est une entreprise dont le personnel est à 50% retraitable, mais non retraité, et parce qu'elle n'a pas de ressources. Les processus de liquidation de certains actifs patrimoniaux de cette entreprise ne prévoient donc pas une partie des ressources parce que les salaires, etc., les indemnités font partie du passif exigible et priorité par rapport au reste des dettes. Donc, cette problématique de la pension des retraites et des indemnités et des sorties se trouve posée chez nous et parce que l'État n'a pas tendance à respecter ça. Alors, ça c'est déjà les droits fondamentaux. Mais il y a aussi difficultés ou faiblesses de l'État dans l'application des textes, notamment non-respect de la Constitution en ce qui concerne la mise en place des réformes. Parmi les réformes en cours dans notre pays, et puis que vous les sachiez parce que vous devez un jour prendre la relève pour les faire, j'insiste beaucoup là-dessus, nous n'arrivons pas à mettre en place les réformes telles que les prévoit la Constitution. Le premier exemple, c'est le régionalisme constitutionnel qui veut qu'il y ait transfert de pouvoir et des ressources entre l'État et les provinces. Quand j'ai dit dans ma première tribune « État sans province », ça paraissait a priori comme un paradoxe. Comment un État peut exister sans avoir des provinces? Encore qu'il y a des États qui n'ont pas de province, qui à la place ont des États fédérés, pendant qu'eux sont des États fédéraux. Je voulais parler des provinces telles que définies par la Constitution, c'est-à-dire des provinces qui bénéficient de la part de l'État, de leurs prérogatives, de leurs pouvoirs exclusifs tels que définis par la Constitution, mais aussi des provinces qui reçoivent de l'État les 40% des ressources à caractère national. Tel n'est pas le cas, y compris à mon époque d'ailleurs, même si je ne suis pas en campagne ici pour nuancer, mais globalement, disons que nous ne les faisons pas, on ne l'a pas fait correctement. De sorte que ces provinces, et parce qu'il est dit que les provinces doivent avoir les prérogatives dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, c'est-à-dire que c'est aux provinces de recruter les enseignants de l'école primaire et secondaire, de les promouvoir, de le payer et d'en avoir une politique sociale. C'est à la province que revient de manière exclusive la gestion du secteur de la santé. Les médecins, les infirmiers, les autres personnels pro-santé doivent être nommés, gérés, etc. par la province
qui doit avoir ses ministères correspondants et que l'État n'a même pas besoin de ministres de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, etc. Même si on peut en avoir dans une certaine mesure pour donner les grandes orientations de politique générale. Et donc, l'application de la Constitution aurait voulu qu'on transfère ces compétences en édictant une loi qui est déjà en train d'être faite, j'imagine, mais en tout cas, depuis sous Tessan jusqu'ici, tel n'a pas été le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas le ministre avec son ministre, plutôt le gouverneur avec son ministre compétent, de dénommer, de promouvoir un médecin, etc., un agronome, etc. Ce n'est pas à eux non plus que revient le budget d'investissement dans le domaine de l'enseignement, de la santé, respectivement, de l'agriculture et du pouvoir coutumier. Tout est géré à Kinshasa. En fait, dans le contexte actuel, nous sommes un État centralisé avec des déconcentrations en province, qui en fait ne sont que des simples subdivisions de l'État, sans prérogative, parce que leurs pouvoirs sont gérés à partir de Kinshasa. Leurs pouvoirs qu'elles n'ont pas sont gérés à partir de Kinshasa. Alors j'espère qu'on aura le temps d'examiner la manière dont les ressources sont réparties. Et voulez-vous avancer, Alain? Oui, voilà. Ça, c'est ce que dit la loi. Les ressources à caractère national de l'État, douanes, contributions, recettes administratives et des participations, doivent répartir de cette manière. 50% pour l'État, j'insiste, parce que les gens ont en tête plutôt les chiffres des 60%. C'est 50%. Donc l'État prend la moitié. L'autre moitié, les 50 autres, sont articulés en deux tranches, 10% et 40%. Ça revient aux provinces. Les 10%, c'est au titre de la caisse de péréquation. Les 40%, c'est ce qu'on répartit aux provinces suivant un certain nombre de critères. D'où la problématique de l'égalité entre provinces, de l'unité politique et de solidarité nationale. Mais ce qui est grave, ce n'est pas tant le fait que la répartition de ces 40% pose problème, c'est aussi le fait que les problèmes que pose la répartition de 40% ne sont pas réglés par la caisse de péréquation. Les 40%, vous voulez avancer qu'on voit un peu comment c'est réparti les 40%? Oui, voilà. Ça, nous voulions montrer ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire que les 10% ne reviennent pas au pouvoir central, mais plutôt à la province, aux provinces prises globalement. Nous parlerons de la répartition qui doit être discriminatoire en ce que ces 10% sont donnés en grande partie aux provinces dites pauvres, entre guillemets, c'est discutable. Plus vous êtes pauvre, plus on vous donne les morceaux, plus vous êtes riche, moins on vous donne. Mais la réalité, revenez s'il vous plaît, revenez. La réalité, c'est que c'est le pouvoir central qui gère la caisse de péréquation, pour ne l'avoir jamais mise en place. Et alors, maintenant, quel est le problème que pose la répartition de 40%? Les 40%, ne sont pas donnés entièrement aux provinces, prises globalement. Le gouvernement central gère 88% de ces 40%. Et ne donne aux provinces que 12%. Ça, c'est les chiffres de quelle année? Ça, c'est de 2014. À mon époque, c'était un peu plus. Ce n'est pas ça les sujets. Et je pose les problèmes globalement parce que la jeunesse doit savoir quelles sont les faiblesses du moment sur lesquelles vous devez réfléchir avec vos professeurs pour que vous puissiez vous préparer à les corriger au fur et à mesure. Parce qu'il y a une partie du travail que nous ferons dans l'entretemps. Le temps que vous veniez aux affaires. Et donc, on va vous léguer les chantiers. Vous n'allez pas non plus les terminer. Peut-être qu'il y aura des avancées. C'est un processus assez long. Alors, donc, 88% de la rétrocession, c'est géré par le gouvernement central. Qu'est-ce qu'on donne au pouvoir provincial, aux provinces? C'est les 12%, du moins aujourd'hui. À mon époque, c'était plus ou moins 18, encore que j'avais un budget très étroit, 3 milliards. Aujourd'hui, on a 6 milliards. En ressources propres, quand je parle du budget, je parle des ressources propres. Et donc, le pouvoir central donne aux provinces en moyenne 12%. De 40%. Et ces 12%, c'est juste pour les salaires du personnel politique, les
les ministres, les députés, les cabinets et un minimum de fonctionnement. Et c'est sur ça aussi que les provinces font la rétrocession aux entités subalternes. Nous reviendrons sur les provinces quant à elles aussi, parce qu'elles ont des ressources propres, mais qu'elles ne rétrocèdent non plus. Elles ne rétrocèdent pas aux entités décentralisées. Alors les 88% des 40%, qu'est-ce que l'État en fait? Je ne dis pas qu'il bouffe, mais en tout cas, il paye les personnels relevant des compétences exclusives des provinces, c'est-à-dire les PSP, la santé et l'agriculture. C'est le gouvernement central qui gère les crédits pour compte des provinces. Tu vois, on gère d'en haut des ressources d'un personnel de proximité pour les provinces. C'est aussi le budget des investissements provinciaux. C'est-à-dire que dans la répartition au budget, on inscrit des montants pour les provinces au titre des crédits des transferts au profit des provinces, investissement de provinces. Le gouvernement central qui s'en occupe, c'est lui qui construit les routes de proximité, les routes de dessert agricole, c'est lui qui construit, parce que c'est lui qui a un personnel pour se faire, le personnel déconcentré, c'est lui qui construit les hôpitaux, les écoles, etc., pour compte des provinces. Pourvu que ces décaissements se fassent. Ça, c'est un autre débat, c'est pas ça. La question, c'est que c'est inscrit au budget de l'État au titre des recettes, plutôt des crédits au profit de provinces, mais gérés à partir de Kinshasa. Généralement, on dit des provinces qu'elles ne sont pas assez mûres pour gérer autant d'argent. Mais enfin, c'est un autre débat, je pense que nous en parlerons dans la discussion. Alors, je voudrais vous dire un mot sur la répartition de 40% entre les provinces. Vous allez remarquer qu'il y a deux catégories de provinces dans notre pays. Là aussi, c'est en violation de la Constitution. Il y a les provinces dites riches. Il y en a 3, Kinshasa, Bas-Congo et Katanga, qui reçoivent à elles seules plus ou moins 49, voire, j'arrondis, 50% de la totalité de la rétrocession. Bon, voient inscrit pour leur compte les 50%. Je ne dis pas que le décaissement s'est fait à leur profit, même si probablement les investissements sont faits à leur profit. Et donc, les 3 provinces ont 50% de l'ensemble de la rétrocession. Dans ces 50%, Kinshasa a 13%. Les Bas-Congo a 9%. Les Bas-Congo à 9%, les Katanga à 27%. Alors les 27% du total, pour les Katanga, représentent 50% de l'enveloppe des provinces riches. Donc parmi les riches, il y a un plus riche qui reçoit plus de la moitié de l'enveloppe. Et les pauvres, eux, se contentent de 51%. Pour se répartir à 8, hein, parce qu'il y a 8 provinces dites pauvres. La pauvreté ici n'est pas économique, elle est plutôt fiscale. Hein. C'est un autre débat. Vous voulez bien avancer? Alors, ça c'est toujours les provinces dites riches. Ça c'est dans la nouvelle configuration du budget 2016. Le projet qui est venu du gouvernement, sachez-le. Parce que demain, vous serez au gouvernement et vous devez être sensibilisé sur ces choses. Le budget qui est venu en discussion au Parlement prévoit toujours 48% en moyenne pour les provinces riches. C'est autour de 50%. Et le reste, c'est-à-dire 51%, c'est pour les 8 autres. J'ai dit 8 anciennes provinces et je suis dans la globalité parce qu'on a fait une agrégation. Maintenant, voilà. Je prends l'exemple du Katanga qui bénéficiait de près de 50% de la part des provinces dites riches. Il y a une petite injustice. Je n'appellerai pas ça injustice. Hein. Les principes sont les suivants. C'est que plus vous êtes riche et que vous contribuez, plus on vous donne. Et puisque vous êtes riche du point de vue des recettes à caractère national, et que de ce fait, on vous donne plus pour rémunérer votre capacité, rétribuer, encourager votre capacité contributive au budget de l'État. Je ne parle pas de la contribution au budget de l'État des provinces à travers leurs recettes. Non, 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 non.
Parce que moi j'ai entendu un gouverneur dire qu'il a beaucoup contribué au budget de l'État. C'est une connerie. Les provinces ont les ressources propres en termes d'impôts fonciers, impôts sur les revenus locatifs, impôts sur les véhicules qu'elles collectent et sur lesquels elles doivent rendre compte quant à leur production fiscale. Mais attention, l'État a ses recettes, ses actes générateurs en province. Parce que l'État collecte toutes ces ressources, il les collecte en province. L'État n'a pas un territoire en dehors des provinces. Et donc, puisqu'il collecte dans votre province beaucoup d'argent pour les actes générateurs qui sont les siens et pour les investissements qu'il aura initiés ou qu'il aura financés, et vous dites que c'est votre contribution à vous. Non, c'est la contribution de l'État, c'est la ressource de l'État dans une province donnée. Et donc, les provinces qui sont riches et auprès desquelles l'État collecte beaucoup de ressources, ces provinces se retrouvent en même temps à avoir une plus grande capacité contributive pour elles-mêmes. De sorte que autant elles reçoivent beaucoup en récompense de ce que l'État collecte beaucoup d'argent chez elles, autant elles-mêmes, elles collectent beaucoup d'argent, parce que c'est plus ou moins la même matrice économique. De telle sorte que plus une province a de la part de l'État, plus elle a, et donc ça devient un double avantage au détriment de celles qui sont pauvres et qui reçoivent peu, et parce qu'elles sont pauvres, elles le sont pour elles aussi, pour elles-mêmes aussi, en termes de capacité fiscale provinciale. Alors, donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Les concepts se reproduisent au niveau, et a frappé l'ancien Katanga en ce que sur 445 millions de recettes à caractère national que l'État a prévu pour l'ancien Katanga, la répartition est la suivante. Une province à elle seule a plus ou moins la moitié. C'est, attendez, Olomami, Lualaba, c'est le Haut-Katanga. Est-ce que c'est visible? Oui, le Haut-Katanga a 51%, les 49%, les autres nouvelles provinces, c'est-à-dire Olomami, Lualaba, Tanganyika, reçoivent la différence et doivent se la répartir à 3. De sorte que les Haut-Katanga à 51%, les Olomami à 12%, les Lualaba à 19%, les Tanganyika à 16%. Voilà. Là où une province a 250 millions de dollars, j'ai converti parce qu'ici c'est en francs, les autres ont plus ou moins le quart, 54 milliards, Olomami, Lualaba, 88 milliards, ça c'est en francs congolais, et Tanganyika, 75 milliards. En plus de ce que le Haut-Katanga a une plus grande assiette fiscale quant aux recettes à caractère provincial. Alors, cette discrimination qu'on peut comprendre, voulue par les constituants, même s'ils se trompaient de mon aime la vie, devait être corrigée relativement par la caisse de péréquation, pour que les provinces dites pauvres, parce que c'est, entre guillemets, c'est discutable, trouvent une compensation dans la répartition déséquilibrée, discriminatoire des fonds de péréquation. Encore que la notion de fonds de péréquation, pour moi, je n'y crois pas beaucoup, parce qu'elle est alimentée uniquement par les ressources à caractère national qui sont déjà d'autant plus faibles qu'elles ne peuvent pas compenser les déséquilibres. Peut-être qu'on aura le temps de les voir au niveau. Donc voilà un problème des droits, un problème de justice, un problème d'équilibre et d'unité politique telle que prescrite par la Constitution. Alors, une autre violation de la Constitution, c'est ce que j'appelais État sans budget. En fait, il faut, chers amis, faire la différence entre les budgets du pouvoir central et les budgets de l'État. Les budgets du pouvoir central se mettent à côté des budgets des provinces. Et là aussi, il y a une différence entre les budgets des provinces et les budgets provinciaux. Les budgets provinciaux comprennent les budgets de la province, du gouvernorat, et les budgets des entités décentralisées, des villes jusqu'aux chefferies en passant par les communes. Le budget de l'État comprend, lui, le budget de toutes ces entités, y compris la province, et les budgets du pouvoir central. Les trois font ce qu'on appelle le budget de l'État. Nous ne l'avons pas depuis 2-3 ans. Parce que
pour que vous les sachiez, la formule d'élaboration du budget de l'État a plus ou moins changé. À notre époque, quand nous étions au gouvernement, nous allions au Parlement une fois pour toutes avec les budgets du pouvoir central et des budgets de province à partir des statistiques. Et donc nous sortions de là avec un budget non pas du pouvoir central, mais un budget consolidé, qui était en fait le budget de l'État. Mais puisque la loi a changé et a exigé que l'État, pour faire son budget, doit commencer au niveau du pouvoir central à faire adopter son propre budget du pouvoir central à travers l'Assemblée nationale et le Sénat, et qu'après avoir adopté, qu'il obtienne des provinces qui sont censées, dans l'entretemps aussi, avoir adopté les leurs, et qu'il fasse une consolidation en revenant au Parlement, avec l'ensemble de tous ces budgets-là. Tel n'est pas le cas depuis 3 ans. Donc je voulais relever le fait que, ne pas par le simple plaisir de relever cela, c'est pour dire que l'État, quand il ne consolide pas l'ensemble de ses finances, des provinces et des entités centralisées, ainsi que celles du gouvernement central, il a difficulté d'avoir une vision globale. Et moi, j'ai exprimé mes préoccupations à travers cette tribune, dans la mesure où je considérais que la naissance des nouvelles provinces devait créer un problème de répartition du passif et des actifs des provinces démembrées. Et parce que, par exemple, pour la province du Katanga ou du Bandundu, j'ai illustré cela pour dire, mais attention, parce que comme l'État ne connaît pas le total des dettes de cette province-là, aussi bien dettes en termes d'encours ou de stocks que dettes en termes de services ou des échéances, il sera difficile de faire la répartition et des actifs patrimoniaux et du passif en termes de dettes. Donc il était bon qu'on ait un budget consolidé pour que l'État ait un tableau de bord qui lui permette de dire les nouvelles provinces de l'ancien Bandundu, qu'est-ce qu'elles se répartissent comme actes générateurs, qu'est-ce qu'elles se répartissent comme actifs patrimoniaux, mais quelle est aussi la tranche de la dette en termes de services et de stocks à répartir, quelle nouvelle province prend quel montant en fonction de quoi, pour avoir bénéficié de quelle activité, de quelle assiette fiscale qui lui permette de rembourser cette dette, plutôt qu'une autre qui, en fait, n'a pas d'assiette suffisante pour faire face à cette nouvelle dette. Voilà, je voudrais ici, s'agissant des faiblesses, mais c'est très long. Alors, camarades étudiants, quelles sont les faiblesses liées? Quelles sont plutôt les causes liées aux faiblesses de notre État dans le processus de sa construction? Quelle est la responsabilité des organisations de la société civile, des syndicats, des sociétés savantes? Quelle peut être la responsabilité politique des universitaires dans ces défis de construction d'un État de droit? Mais nous ne pouvons pas parler de la responsabilité des universitaires sans les circonscrire dans les contextes de leur environnement. Il s'agit des universitaires que nous sommes les anciens, mais que de ceux qui vont venir. Quel est le contexte? Est-ce que le contexte nous a favorisés? Quelles sont nos propres faiblesses dans la participation à cette responsabilité? Quelles sont les faiblesses liées à l'environnement? Les partis politiques, les syndicats nous ont-ils prédisposés à y travailler et à contribuer activement? Alors, quelles sont les causes liées à l'environnement, aux associations? D'abord, sur le plan institutionnel, comme acteur institutionnel, la faiblesse, c'est le déséquilibre dans le rapport des forces entre l'exécutif, les législatifs et les judiciaires. Nous avons dit qu'un État des droits suppose l'indépendance de la justice. Malheureusement, pour nous, la justice n'a pas son indépendance jusqu'à nouvel ordre. Et l'exécutif a tendance à l'emporter sur les législatifs et sur les judiciaires, mais surtout sur les judiciaires. Les faiblesses liées à l'environnement global, ce sont les partis politiques eux-mêmes. Il y a une tribune qui a été indiquée ici. Nous sommes conduits par des borgnes, et parce que nous sommes aveugles. Les borgnes, ce sont les partis politiques, dans le cas de mon analyse, compte tenu de la faiblesse de leur taille.
Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de voir les chiffres. Les principaux partis politiques de notre pays n'ont pas assez d'ancrage dans le peuple, n'ont pas assez de leadership dans le peuple, bref, ont un faible degré de représentativité. Parce que le principal parti qui conduit le Congo, d'où les Borg, c'est le PPRD. Le PPRD, qu'est-ce qu'il pèse dans le pays? 65 députés sur 500. 65 députés sur 500, c'est combien? C'est environ 12%, si mes calculs sont bons, ou 15%. Ça, c'est le poids du plus petit parti angolais. Mon propre parti ne pèse que 3%. Et ainsi de suite, vous prenez tous les partis de la majorité, les principaux partis de la majorité, ils n'ont pas 30%. Vous y ajoutez tous les principaux partis de l'opposition. Le principal parti de l'opposition, c'est l'UDPS. Que pèse l'UDPS? Quel est son degré de représentativité ou de légitimité par conséquent? C'est 9%. Ça, c'est le plus petit parti sud-africain. Le principal ayant plus ou moins 60%. Maintenant, vous mettez tous les principaux partis de la majorité qui vont négocier très probablement. Vous les mettez ensemble, ils n'ont pas 40%, ils ont à peine 44%. Donc, ils n'ont pas mis ensemble, opposition majorité, ils n'ont pas la moitié du peuple avec eux. Mais si vous mettez le MPLA avec son opposant, à eux seuls, ils représentent tous les peuples angolais. C'est plus ou moins 95%. Donc il y a un problème de légitimité, un problème d'ancrage dans le peuple, un problème de vision qui fasse que le peuple soit avec vous. Et quand le peuple ne s'agglomère pas autour des visions, autour des leaders, il se pose les problèmes non pas seulement des leaders et des leaderships, mais il se pose aussi les problèmes de l'existence de ce peuple comme peuple. Parce que comme communauté, si vous n'avez pas d'éléments fédérateurs, de valeurs, vous êtes une somme de gens. Je suis désolé, c'est cela la réalité, les politologues sont dans la salle. Et donc, il y a un problème d'existence de ce peuple comme entité homogène qui a une certaine convergence globale en termes de valeurs, de visions, etc. Et ça, c'est le déficit des partis politiques. Parce que c'est eux, les partis qui créent les valeurs, qui créent les éléments fédérateurs, et nous n'en sommes pas encore là. Et parce que nous sommes nés, plus ou moins mal nés. Il y a la faiblesse de nos syndicats. Tout à l'heure, je parlais de ce que... Je n'ai pas donné les chiffres. Vous savez que l'enseignement primaire et secondaire, c'est plus ou moins 700 000 enseignants et personnel administratif. Mais nous ne payons que 370, 350 000. La moitié n'est pas payée. Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Oui, en partie. Il y a contraintes budgétaires. Je disais, c'est la faute du gouvernement en partie, oui. Mais c'est aussi les contextes d'ensemble, contraintes budgétaires, etc. Mais aussi la faiblesse de ce personnel, de cette catégorie comme force sociale. Parce que l'État ne payant pas leur dette, en réalité, il est en faillite. Parce qu'il a des difficultés effectivement budgétaires. Moi, à mon époque, c'était la même chose. Même si je peux me consoler à l'idée que j'avais un budget 2 fois inférieur à l'actuel. Mais c'est un problème. Et parce que les enseignants ne sont pas substantiellement syndiqués pour faire des pressions nécessaires. Ici, je suis à un niveau élevé qui est le vôtre, celui de la réflexion, de l'analyse. Hein. En principe, cette réflexion, je ne peux pas la faire n'importe quoi, mais je m'oblige de la faire parce que c'est vous, l'avenir. L'avenir, par rapport, pas à demain, mais par rapport à aujourd'hui. Donc, vous devez le savoir. Et donc, il n'y a pas de problème de faiblesse des forces sociales. Voyez-vous que l'État congolais a été mis au banc des accusés par la communauté financière internationale parce qu'il devait payer sa dette. C'est une force organisée. Et nous étions obligés de payer la dette avant d'en arriver à l'obtention de l'annulation de la dette. Mais ici, au plan local, les créanciers de l'État sont d'autant plus faibles qu'ils n'arrivent pas. Je vois un ami qui vient du secteur privé ici. Est-ce que Fouloula, il a été un des responsables de la FEC, mais nous avons une dette intérieure qui dépasse les 2 milliards, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas un rapport de force qui puisse faire que l'État
se sentent l'obligation de se déclarer en faillite et que par conséquent, il amorce la démarche qui consiste à s'ouvrir à des partenaires qui puissent l'aider à payer toutes ces dettes dont les paiements vont concourir à l'extension de l'activité économique et même à la fiscalité en passant par la croissance. Donc, je crois que c'est des choses que nous connaissons plus ou moins. Je voudrais développer pour qu'on en ait le même entendement. Partis politiques, voilà pourquoi ils sont absents. Nous, même le vieillard que vous voyez, en fait, Gizenga nous dit de ces vieillards dont lui-même, nous sommes des ex-jeunes, les ex-jeunes des années 60. Et parce qu'à partir des 60-70, les partis politiques sont entrés dans la clandestinité, les jeunes n'y ont pas cru. Et maintenant que les partis politiques reviennent à la surface, puisque c'est eux qui construisent la nation, dans les républiques et dans les démocraties, je voudrais encourager les jeunes universitaires, mais aussi les anciens comme nous, qui ne sont pas encore dans le parti politique, d'adhérer en prenant un engagement politique et citoyen, de contribuer à l'édification d'un État de droit. Je vous remercie. Avant 1960, nos pères fondateurs se sont battus pour l'indépendance du peuple congolais. Après l'installation de la dictature en 1965, des hommes d'État se sont battus pour la démocratie. Aujourd'hui, l'université populaire initiée par l'honorable Muzito se bat pour l'alphabétisation politique du peuple et la formation citoyenne. Avant 1960,
Nos pères fondateurs se sont battus pour l'indépendance du peuple congolais. Après l'installation de la dictature en 1965, des hommes d'État se sont battus pour la démocratie. Aujourd'hui, l'université populaire initiée par l'honorable Mozito se bat pour l'alphabétisation politique du peuple et la formation citoyenne.